sommes bien au pays des cactus, tout au nord du Mexique, dans cette région qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'État voisin américain. Ici, c'est la Basse-Californie, une région tout en longueur, un pays où la mer a deux couleurs, bleu profond côté mer de Cortés, blanc agité avec vagues et déferlantes côté océan Pacifique. Nous voilà en route, en l'air, à la découverte de cette région immense. Notre idée, notre plan de vol, est d'aller d'une côte à l'autre, une boucle du nord au sud, d'est en ouest, pour finir sur les bords des eaux calmes du golfe de Californie. Le Pacifique, côté Mexique, près de la frontière avec les États-Unis. Nous quittons Tijuana et ses banlieues le long de la Mex Uno, un ruban d'asphalte qui descend tout au bout de la péninsule sur plus de 1500 km. Bientôt le désert. Bientôt les statues du Christ, comme les architectures audacieuses, se feront plus rares. Garner, notre pilote américain, en sait quelque chose, lui qui vole régulièrement des deux côtés de la frontière. À peine à l'abri des vagues du Pacifique, Popotla est l'un des ports de pêche les plus actifs de la région. Mais ce qui l'a fait connaître, ce sont ses bâtiments voisins. Un village typiquement américain, du moins en façade. C'est un studio de cinéma où ont été tournés Masters and Commander et le Titanic, dont il ne reste que l'étrave de la maquette. Depuis ses grands succès, ces studios résistent mal à la concurrence des décors fabriqués sur ordinateur, à Los Angeles, la capitale du cinéma américain à seulement 3 heures de route d'ici. À quelques dizaines de kilomètres des côtes, toujours au nord de la péninsule, il existe un massif montagneux remarquable, la Sierra de San Pedro Martyr, le point culminant de tout l'État de Basse-Californie. C'est bien le point le plus haut de toute la péninsule? Non, le point le plus haut est juste là. C'est un sommet à plus de 10 000 pieds. Et t'as déjà volé au-dessus? Jamais au-dessus du sommet. Autour, oui. Et également, tu as volé autour de l'Observatoire national? Oui. Nous sommes au mois de mars. Les sommets sont encore enneigés. À près de 3000 mètres d'altitude, les autorités mexicaines ont choisi d'installer ici leur observatoire astronomique national, loin des lumières des villes. Ici, la nuit, les étoiles brillent de tous leurs éclats. Nous poursuivons notre route sur les bords du Pacifique, cap au sud vers la plaine et la région de Guerrero Negro et sa lagune singulière. Nous entrons dans une réserve naturelle. Il faut montrer patte blanche. Enrique travaille et vit ici. Il est en quelque sorte notre sésame. C'est le second poste de contrôle pour rentrer. Ils contrôlent chaque voiture et nous devons montrer l'autorisation qui nous donne le droit de passer. On doit respecter la réglementation. Mais c'est bien. On n'a pas de braconniers. On fait attention à l'état des pêcheries. Et bien sûr aux baleines. Il n'y a pas beaucoup de bateaux autorisés à naviguer. Grâce à cela, la lagune est bien protégée. On est arrivé au quai. Je vais vérifier avec les capitaines si tout est prêt.
Il est 7 heures du matin. Comme chaque jour d'hiver dans la lagune, des dizaines de barques attendent leurs passagers pour partir en mer, voir les baleines. Comme vous le voyez, les touristes sont en train d'arriver. On va les accueillir. Cette réserve, la réserve de la biosphère de Viscayano, est réputée comme la plus grande zone naturelle protégée d'Amérique latine. On vient de partout pour y observer les oiseaux marins et surtout les baleines. Cette lagune s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. À moins de voler, il est parfois difficile de s'y repérer. À nouveau, Enrique nous accompagne. Comme partout dans le monde, le survol de réserves naturelles est réglementé. Il ne faut pas effrayer les animaux marins. Mais même à 1000 mètres d'altitude, impossible de les rater. Enrique peut reprendre ses comptages. Les baleines. 1, 2, 3, 4, 5. On en compte ici chaque année environ 700. Des adultes. La région de Guerrero Negro a longtemps vécu de l'exploitation des baleines, espèce aujourd'hui protégée. Mais dans ce sanctuaire marin, l'activité humaine n'a pourtant pas disparu, bien au contraire. Là on creuse, on draine, ici on pompe l'eau de mer pour assécher les bassins qui seront bientôt blancs comme neige. Depuis plus d'un demi-siècle, le sel est l'or blanc de Guerrero Negro, une ressource énorme. Des bassins de cristallisation à perte de vue. Sur une surface quasi équivalente à la ville de Mexico, des machines conçues pour l'immensité du site se relaient jour et nuit. On peut produire à l'infini. Ça ne dépend que de la demande tant que le prix est bon. Hector est l'un des dirigeants de la Société nationale mexicaine d'exportation de sel. On en trouve jusqu'à quelle profondeur? Dans certains endroits, on trouve du sel jusqu'à 2 mètres environ. C'est pour cette raison que les machines creusent sur le côté. On ne stoppe jamais la production. Nous avons ici de très bonnes conditions, très peu de pluie dans l'année, de très grands espaces de production très plats, et nous sommes tout près de l'océan. C'est le vent et le soleil qui font tout le boulot. Ils font l'évaporation. Près de 8 millions de tonnes sont récoltées ici chaque année et exportées dans le monde entier. Une industrie qui occupe 1200 personnes. On charge ce type de barge en 5 heures. Et on travaille 24 heures sur 24. Tous les jours, dimanche compris. Tous les jours. De lundi à dimanche. Toute l'année. Toute l'année. On a beaucoup de sel. En grande quantité et de grande qualité.
Plus qu'une industrie, le sel est ici une fierté. Et pas seulement parce qu'il donne du travail. Et qu'importe que le rythme soit intense, qu'importe que le blanc du sel, à force de briller, brûle parfois les yeux. Ici, sans traitement particulier, les bas de caisse et la mécanique des voitures ne tiendraient même pas 6 mois. Et quand on interroge les hommes au travail, c'est un peu toujours le même refrain. Beaucoup de sel. On en a des quantités énormes. Du bon. Simon stoppe sa machine infernale qu'il a démarrée à 4 heures du matin. C'est le début de l'après-midi, l'heure de la relève au milieu des bassins. C'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. En quelques mots, les équipes se passent les consignes. Le patron blague avec les ouvriers. Et la récolte se poursuit tonnes après tonnes. Tout semble si facile. Et nous reprenons notre route. Nous quittons la lagune de Guerrero Negro et sa curieuse alchimie. Rares au monde, en effet, sont les réserves naturelles avec une telle activité. De l'autre côté de la péninsule, cette fois, la mer de Cortés nous attend. Le changement est brutal. Tout simplement, un autre paysage maritime. Ici, même les jardins rappellent la mer. Ils accueillent des sépultures de mammifères marins. Dans le sillage du commandant Cousteau qui explora avec avidité cette mer prolifique, il y a Antonio Reséndiz. Antonio Reséndiz est un universitaire mexicain qui a consacré toute sa carrière à l'observation de la mer de Cortés et sa faune, dont les tortues en particulier. Dans le monde entier, il a donné des conférences pour faire partager sa passion pour cette mer. Il n'existe pas à ma connaissance un endroit équivalent au monde. La mer de Cortés est totalement protégée, toujours aussi sauvage. C'est impressionnant. Je vis ici depuis plus de 30 ans et je suis toujours surpris. C'est un écosystème complexe en interaction avec l'océan Pacifique. La mer et l'océan se mélangent. Les eaux profondes rejoignent les eaux de surface. C'est un incroyable mélange qui produit un courant permanent et apporte de grandes quantités de nourriture aux animaux marins. Les bords de la mer de Cortés recèlent quelques trésors perdus dans l'immensité de la Basse-Californie. La baie San Luis Gonzaga est de cela. Un havre à l'abri des vents dominants, un lieu difficilement accessible par la route. À quelques dizaines de mètres de la plage, le Campo Douglas est un camp de pêcheurs. Une cinquantaine d'hommes et de femmes y vivent toute l'année au gré des saisons. Du provisoire qui dure. Il est 6 heures du matin, et à défaut de partir en mer, Wilfredo profite de la marée basse. C'est un super endroit ici pour la pêche. On a des palourdes, des grandes.
Tout est bon dans la baie, tout. J'ai trouvé 10 kilos de palourdes. On va les manger ensemble sur place au camp. On laisse Wilfredo et les autres pêcheurs pour reprendre notre navigation aérienne. À mesure que l'on remonte le golfe de Californie, le paysage change encore et se civilise. Les montagnes disparaissent au profit d'un ruban blanc où surgissent les premières maisons de plage, les premières villas. À quelques heures de route des États-Unis, la mer de Cortés garde tous ses attraits pour la classe moyenne américaine. Mer et soleil, espace et tranquillité à un prix défiant toute concurrence. Nous voilà à San Felipe. C'est l'histoire d'une ville trop mexicaine pour être américaine, ou bien trop américaine pour être vraiment mexicaine. Premier grand port sur les bords de la mer de Cortés, San Felipe est devenu au fil des ans la station balnéaire des habitants de Californie, et surtout ceux d'Arizona. À seulement 2 heures de voiture de la frontière, les Américains viennent ici en week-end pour nager ou s'amuser. Ils côtoient les Mexicains sur les plages et parfois sur des pistes. Aujourd'hui à San Felipe, plus qu'un jour de course automobile, c'est un jour de fête. Pour les Américains amoureux de sport mécanique, la Basse-Californie est précieuse. Il n'y a pas trop de règlements ici, c'est génial. Ça fait des années que l'on vient pour cette course. 12 ans. Et moi, c'est la 3e fois. J'aime la liberté qui nous est donnée ici. C'est un super sport à pratiquer. Quand les uns font la course officielle, les autres s'amusent avec leur 4x4 sur les dunes, en toute liberté. Un grand défouloir. À leur manière, les Mexicains savourent et ne boudent pas non plus leur plaisir. Cette course ici se passe dans le même port depuis des années. C'est de plus en plus populaire. Il y a davantage de monde. Les gens arrivent un jour avant. Ils campent un peu partout sur le circuit. Il y a plein de belles filles. Il y a une belle course, c'est un grand événement. Et il y a beaucoup de sérénité. Cette sérénité, les Mexicains disent qu'elle tient pour beaucoup à leur mer, la mer de Cortés. Le week-end de course automobile s'est terminé au bord de la plage, par la traditionnelle remise des prix. Et tout le monde a pu alors reprendre sa route. Les uns sont repartis vers les États-Unis, le bleu de la mer de Cortés bien enfoui au fond de la rétine. Quant aux Mexicains, ils sont restés chez eux, au calme, en Basse-Californie, ce pays où la mer est multiple et partout.